Bien, deuxième cas clinique. Il s'agit d'une femme de 33 ans, d'origine chinoise, employée dans un service de prospection téléphonique, qui vous est adressé en consultation en raison de la découverte d'une élévation de la créatinémie à l'occasion d'analyses prescrites pour pouvoir souscrire à un prêt bancaire. Donc on est vraiment dans une anomalie découverte sur un bilan de routine. Elle ne se plaint d'ailleurs de rien, à part d'un tabagisme passif, et n'a aucun antécédent particulier. À l'examen clinique, vous voyez une patiente qui présente un surpoids modéré avec un index de masse corporelle à 26, une pression artérielle franchement élevée à 186-102 mm de mercure. Elle n'a pas de souffle sur les trajets vasculaires, sous-entendu y compris dans les fosses lombaires. L'état d'hydratation extracellulaire semble normal. Vous ne détectez pas de masse anormale dans l'abdomen. La peau et les articulations sont indemnes de lésions et la bandelette urinaire est positive pour les protéines et le sang. 2 croix de protéines, 2 croix de sang. Au passage, vous savez donc d'emblée que cette patiente a une albuminurie et donc une néphropathie glomérulaire. Et puisqu'il y a du sang associé, a priori, cette néphropathie glomérulaire est inflammatoire proliférative. En ville, elle a déjà réalisé les examens suivants. Un ionogramme sanguin qui est normal, l'urée qui est à 8 millimoles par litre, la créatinémie qui est à 154 micromoles par litre. Et vous savez que maintenant, les laboratoires ont l'obligation, en face de la créatinémie, de vous donner une estimation du débit de filtration glomérulaire à partir de ce chiffre de créatinine. Et donc, dans ce cas, on vous dit que la clairance de la créatinine estimée par l'index de Go et Cockcroft est de 56 ml par minute, quand la normale est plutôt aux alentours de 100-120 ml par minute. L'hémogramme est normal, la glycémie à jeun est normale, et sur les urines de 24 heures, vous voyez une natriurèse à 120 mmol par litre, une kaliurèse à 23 mmol par litre, une créatinine à 5 mmol par litre, et surtout, vous voyez une protéinurie à 1,8 g par litre, qui donc confirme la bandelette urinaire. Et vous voyez également que l'examen cytobactériologique des urines confirme l'hématurie microscopique, sans leucocyturie et sans germes dans les urines. On vous demande, première question, de synthétiser le tableau clinique. Donc, si on résume, il s'agit d'une patiente qui a une hypertension artérielle, qui est sévère, puisque sa systolique est supérieure à 180 mm de mercure, et qui, évidemment, dans ce cas-là, n'est pas une hypertension artérielle essentielle de l'adulte, mais une hypertension artérielle secondaire. Secondaire à quoi? À une glomérulonéphrite, puisque, on l'a dit, elle a une albuminurie détectée par la bandelette et confirmée en chimie, et qu'elle a une hématurie qui, encore une fois, signe le caractère inflammatoire prolifératif de la néphropathie glomérulaire. Enfin, cette glomérulonéphrite est déjà à un stade avancé puisqu'elle est compliquée d'une insuffisance rénale chronique, puisque cet adulte jeune qui a théoriquement un débit de filtration glomérulaire qui devrait se situer aux alentours de 100 ml par minute, n'a plus que 50 et quelques de débit de filtration glomérulaire. Autrement dit, elle a une insuffisance rénale chronique encore au stade modéré, mais tout de même, elle a une insuffisance rénale. Donnez vos hypothèses sur l'origine de la néphropathie. Alors, il faut rester simple. Encore une fois, on sait, parce que la bandelette était positive, que la protéinurie est majoritairement constituée d'albumine, ce qui veut dire que c'est une néphropathie glomérulaire, et le fait qu'il y ait une hématurie signe que c'est une glomérulonéphrite proliférative, c'est-à-dire avec, on imagine quand on fera la biopsie rénale en coupe d'un glomérule, un excès de cellules, une inflammation qui, elle, est directement proportionnelle à la sévérité de l'hématurie d'origine donc néphrologique cette fois. Alors, il y a énormément de causes de glomérulonéphrite proliférative. La première dans le monde de très loin, c'est la glomérulonéphrite à dépôt mésangio d'IgA, la maladie de Berger, qu'il faut donc évoquer en première intention par l'argument de fréquence,
mais aussi chez cette femme parce qu'elle était d'origine chinoise et que la maladie de Berger est endémique en Asie, et aussi parce qu'on ne décrivait aucun signe extra-rénal. Cette patiente ne se plaint de rien, cette patiente n'a pas cliniquement de synovite, ou quand vous examinez ses articulations, ou de rage, d'éruption cutanée, synovite et articulation cutanée qui pourraient faire évoquer une maladie lupique, qu'on évoque de principe parce qu'il s'agit d'une femme jeune, mais à laquelle on ne croit pas du tout puisqu'il n'y a pas de signe extra-rénal, ni de la peau, ni des articulations, ni des séreuses. On fera quand même dans le bilan la recherche de principe de facteurs antinucléaires et un dosage du complément, mais l'ambiance, c'est plutôt que c'est une glomérulonéphrite primitive, et typiquement une maladie de Berger. Enfin, il faut là aussi de principe, je dirais, évoquer une glomérulonéphrite membrano-proliférative qui se voit dans des maladies très inflammatoires, hein, comme la cryoglobulinémie, l'endocardite infectieuse, un abcès profond, et qui parfois est primitive, mais il y a en général des signes extra-rénaux, et vraiment la circonstance de découverte n'est pas lors d'un bilan de routine fait pour souscrire un prêt bancaire. Tout compte, hein. Cette patiente se présente avec une histoire très pauvre, très nue, avec simplement une hypertension, une glomérulonéphrite, aucun signe extra-rénal, c'est de très 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 loin, très probablement une maladie de Berger. Alors, on ne peut pas exclure que l'hématurie soit présente alors qu'il ne s'agit pas d'une néphropathie glomérulaire proliférative. Il y a des néphropathies comme la hyalinose ou surtout la glomérulonéphrite extramembraneuse qui donnent parfois une hématurie très minime, mais vraiment c'est très très peu probable. De plus, ces pathologies sont typiquement associées à un syndrome néphrotique, un syndrome œdémateux, une hypoalbuminémie majeure, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai mis un point pour la hyalinose segmentaire et focale, mais très franchement c'est un point donné en excès. Il s'agit vraiment très probablement d'une néphropathie à dépôt mésangio d'IgA ou une maladie de Berger, c'est la même chose. Il s'agit d'une néphropathie glomérulaire chez un adulte, chez une adulte. Évidemment, c'est une indication formelle, sauf contre-indication à la réalisation d'une biopsie rénale. Quel est le risque de cette biopsie et quelles précautions prenez-vous pour diminuer ce risque, le risque de ce geste invasif? Le seul risque d'une biopsie rénale, il n'y en a qu'un, c'est le risque hémorragique. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est très très grave, il est rare qu'après une biopsie rénale, il puisse y avoir une hématurie, parce que voilà, on a embroché un gros vaisseau intrarénal, hématurie qui peut nécessiter, dans les cas graves, des transfusions, une embolisation d'une artère, d'une branche de l'artère rénale ou de l'artère rénale, voire une néphrectomie d'hémostase. Donc, c'est exceptionnel, mais quand ça arrive, ça a des conséquences évidemment très lourdes. Et puis, enfin, ça peut évidemment se compliquer de choc hémorragique et de décès. Donc, ça n'est pas un geste anodin. Il faut, pour cette raison, vérifier que la personne qu'on va biopsier a deux reins fonctionnels. Parce que, évidemment, si vous biopsiez le rein unique d'une patiente et que 2 jours après, il y a une néphrectomie d'hémostase, eh bien, la patiente est en dialyse le soir, donc c'est évidemment gravissime. Donc, il ne faut pas biopsier quelqu'un qui a un rein fonctionnel unique. Comment on sait si les 2 reins fonctionnent? Eh bien, s'ils ont une taille normale. Donc, si les 2 reins font plus de 10 cm. Il ne faut évidemment pas biopsier de patiente qui a des troubles de l'hémostase, ou en tout cas il faut les corriger avant de la biopsier. Alors quels troubles de l'hémostase? L'hémostase primaire, hein, thrombopénie, thrombopathie, ou une hémostase secondaire, prise d'anticoagulants de type AVK ou héparine, qu'il faut évidemment interrompre avant la biopsie. Alors si c'est impossible, eh bien vous savez qu'on peut faire une biopsie rénale par voie transjugulaire, donc un radiologue pose un cathéter jugulaire interne, descend son aiguille via le système veineux jusque dans la veine rénale et fait une biopsie par l'intérieur, si j'ose dire, ce qui permet que si ça saigne à cause des anticoagulants, ça saigne dans la veine et donc il n'y a pas de déperdition sanguine après. Et puis enfin, pour éviter que l'hémorragie, si elle doit avoir lieu, soit abondante, il faut que la pression artérielle soit normale et donc il faut contrôler l'hypertension artérielle des patients
avant la biopsie, pendant la biopsie et dans les 24-48 heures qui suivent la biopsie pour éviter donc de majorer le risque hémorragique. Et pour la même raison, on conseille, enfin on impose un alitement dans les 24 heures qui suivent la biopsie, alitement qui est strict. Qu'est-ce qu'on attend d'une biopsie rénale? On a vu que le diagnostic de maladie de Berger est très probable, néanmoins, bon, on peut se tromper. Donc, chez un adulte, il faut toujours faire une biopsie rénale lorsqu'il y a une néphropathie glomérulaire. Il n'y a pas de cas où ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on attend de la biopsie? Eh bien, évidemment, on attend le diagnostic, la confirmation diagnostique, qu'il s'agit bien d'une maladie à dépôt mésangio-d'IgA. Alors, comment on va porter ce diagnostic? En faisant deux types d'examens. La biopsie est fixée puis incluse dans la paraffine, ce qui permet de faire une analyse au microscope optique, donc de voir les glomérules en coupe et de regarder en effet en comptant le nombre de cellules dans le glomérule s'il y a bien une prolifération cellulaire. Dans le cas du Berger, on verra une prolifération dite endocapillaire, c'est-à-dire une prolifération mésangiale, typiquement une augmentation du nombre de cellules mésangiales. Et puis une partie de cette biopsie est immédiatement plongée dans l'azote liquide et congelée pour avoir des coupes congelées qui permettront de faire une analyse en immunofluorescence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dépose par exemple des anticorps anti-IgG, anti-IgA, anti-complément, anti-fibrine, anti-tout ce que vous voulez. Anticorps qui vont être couplés eux-mêmes à un antigène fluorescent qui va vous permettre de dépister, de détecter des IgG, des IgA du complément qui se seraient déposés dans les glomérules. En l'occurrence, on recherchera donc des dépôts humains faits chez cette patiente d'IgA et prolifération en optique plus dépôt d'IgA en immunofluorescence signeront la maladie de Berger. Des deux examens, si vous avez le choix, parce que la carotte est toute petite, c'est évidemment l'immunofluorescence qu'il faut privilégier, qui vous donnera la plupart du temps le diagnostic en précisant le type des dépôts intraglomérulaires. Et l'autre intérêt, et pas des moindres, de la biopsie rénale, c'est de vous aider à fixer le pronostic rénal de cette patiente. Parce qu'une néphropathie chronique, vous le savez, une inflammation chronique, peut on va dire, induire un processus de réparation, de cicatrisation qui, en pratique, est de la fibrose, c'est-à-dire une accumulation de matrices extracellulaires, de collagène à la place du rein normal, qui va petit à petit provoquer la perte de fonction rénale. Et la quantification de la fibrose de collagène est appréciée par une coloration qui s'appelle le trichrome de Masson, et qui permet d'étudier la fibrose dans les glomérules, dans l'interstitium et dans les vaisseaux de la patiente. Et ceci, évidemment, conditionne le pronostic. Il est évident que si vous avez une maladie de Berger avec une fibrose de tous les territoires et étendue, le pronostic rénal est moins bon et vous n'allez pas lui tenir le même discours que si vous avez un peu d'IgA dans le mésangium et aucune fibrose aux alentours. Comme attendu, la biopsie rénale a montré une néphropathie glomérulaire pour laquelle il n'existe aucun traitement spécifique. C'est une façon de vous rappeler qu'il n'y a pas de traitement spécifique de la maladie de Berger et qu'en fait on se contente de mesures dites néphroprotectrices. Que proposez-vous pour traiter l'hypertension artérielle? Alors, comme chez tout le monde, hein, il faut rappeler les mesures hygiéno-diététiques. Donc on en a déjà parlé lors du premier cas clinique, mais ça veut dire imposer des mesures hygiéno-diététiques, un régime peu salé, riche en fruits et en légumes, corriger un surpoids éventuel, recommander une activité physique régulière et ne pas abuser d'alcool. Mais ici, il s'agit d'une HTA sévère chez une patiente vasculaire puisqu'elle est insuffisante rénale déjà. Et donc, il est évident qu'il faut ajouter un traitement antihypertenseur médicamenteux d'emblée. Alors ici, par contre, on donnera évidemment un traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion et ou un antagoniste du récepteur de l'angiotensine 2. Ces médicaments sont néphroprotecteurs dans la maladie de Berger. Justement, quels moyens avez-vous pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique? Donc ça, c'est une question générale qui peut s'appliquer à peu près tous les patients ayant une néphropathie chronique compliquée d'insuffisance rénale.
Le but est de retarder le plus possible la progression de la fibrose intrarénale et donc la progression vers l'insuffisance rénale terminale et la mise en dialyse. Pourquoi? Parce que plus l'insuffisance rénale est sévère et plus la morbidité cardiovasculaire va être importante, sans parler évidemment de la diminution de la qualité de vie, puisque l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale sont des techniques efficaces mais très lourdes pour le quotidien de ces patients. Donc il faut essayer de maintenir le plus possible une fonction rénale chez ces patients. Quels sont les moyens qui sont efficaces? Il faut être strict sur le contrôle de l'hypertension artérielle avec une cible stringente de 130-80 mm de mercure, donc inférieure à la cible de l'hypertension artérielle de l'adulte dans l'hypertension artérielle essentielle, qui est une cible de 140-90. Chez l'insuffisance rénale chronique, on vise une pression artérielle cible de 130-80. Il est important de diminuer la protéinurie avec une cible de 0,5 g par jour ou 550 mg par millimol de créatinine. Comment? En donnant un traitement antagoniste du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire IEC ou antagoniste du récepteur de l'angiotensine 2, en utilisant la dose, s'il le faut, maximum, pour avoir et un contrôle tensionnel correct et une protéinurie inférieure à la cible. Il faut évidemment supprimer le tabagisme, qui ici est passif, mais il faut le supprimer quand même, parce que le tabagisme est lui-même un facteur de risque cardiovasculaire et que surimposer des lésions vasculaires chez cette patiente insuffisante rénale dans le rein va favoriser la progression de l'insuffisance rénale, l'accélérer. Petite mesure, mais qui est efficace, c'est là aussi d'organiser une rencontre avec un diététicien ou une diététicienne pour que les apports protidiques ne soient pas excessifs, avec une cible qui a varié dans le temps, mais qui doit être de 1 g/kg maximum. La restriction protidique à 0,6 est plus trop pratiquée parce que c'est drastique, mais en gros 0,8 à 1 g/kg est bienvenu chez ces patients. Enfin, et c'est très important, ces patients vont être très fragiles vis-à-vis des néphrotoxiques puisqu'ils ont un capital néphronique moins grand que les autres. Et donc il faut éviter autant que possible tous les médicaments qui peuvent être toxiques pour le rein. Le premier des néphrotoxiques, c'est évidemment les produits de contraste iodés. Mais il y en a d'autres, et notamment, il faut être vigilant chez ces patients s'il y a une indication à une antibiothérapie, à ne pas prescrire les aminosides à des doses trop fortes ou sans vérifier les résiduels. Mais il y a en fait plein de médicaments, des antibiotiques, des produits de chimiothérapie qui peuvent accélérer les choses. Donc il faut être vigilant et adapter les médicaments que vous prescrivez à la fonction rénale de ces patients. Vous avez décidé d'associer en seconde intention, donc on a vu que vous avez commencé par un IEC ou un Zartan, et parce que vous n'êtes pas encore à la cible, ce qui est très probable, hein, puisqu'on partait d'une hypertension artérielle sévère et qu'on vise 130-80, vous décidez d'associer un traitement diurétique. Alors quel diurétique choisissez-vous? Pourquoi? Et quelles sont les mesures de surveillance associées? Alors, il y a dans l'hypertension artérielle 2 diurétiques qui peuvent être utilisés, enfin il y en a plus, mais chez l'insuffisance rénale, il y en a 2, c'est le furosémide ou les thiazidiques. Alors j'ai plutôt favorisé les points de ceux qui avaient mis le furosémide parce qu'il marche, il est efficace même dans les situations d'insuffisance rénale, alors que les thiazidiques vont être moins efficaces. Néanmoins, vous pouvez mettre un point si vous avez choisi thiazidique parce que entre 30 et 60 ml/min de clairance, les thiazidiques ont quand même une petite efficacité. Mais en tout cas, il ne fallait pas prescrire de diurétique dit distal, c'est-à-dire épargneur de potassium, parce que l'insuffisance rénale est déjà en soi un facteur de risque d'hyperkaliémie, et donner un anti-aldostérone va augmenter ce risque d'hyperkaliémie, et l'hyperkaliémie, comme vous savez, peut donner des troubles de conduction cardiaque, voire des arrêts cardiaques, donc ces médicaments sont interdits dans le contexte d'insuffisance rénale. Donc pas de spironolactone chez ces patients, ou d'amyloride. Comment on surveille un traitement diurétique? Comme avec tous les médicaments, en surveillant la tolérance du médicament et surveillant son efficacité. La tolérance, on va vérifier par le ionogramme sanguin pratiqué dans les 7 jours qui suivent
qu'il n'y a pas d'hyponatrémie ou d'hypocalémie qui se soit installée. Et pour l'efficacité, comme avec tous les traitements antihypertenseurs, on reprend la tension artérielle 3 semaines à 1 mois après et on vérifie qu'on est à la cible ou pas. Petite particularité, les traitements diurétiques doivent toujours être associés à un régime sans sel. La plupart des médicaments diurétiques ont une demi-vie très courte, donc si vous prenez le furosémide ou le thiazidique à 8h30 du matin et qu'à midi vous mangez des anchois, vous avez en fait un gain nul, voire un bilan sodé positif, et donc vous n'aurez pas d'efficacité de votre traitement. Donc il faut rappeler aux patients que ce traitement ne marchera que si un régime sans sel strict est appliqué. Voilà, on a abordé encore une fois l'hypertension artérielle de l'adulte, la prescription d'un traitement diurétique dans un contexte d'insuffisance rénale chronique liée à la néphropathie glomérulaire la plus fréquente dans le monde, qui est la maladie de Berger, et qui se manifeste par une hématurie et une protéinurie chez un adulte jeune.